très heureuse aujourd'hui de modérer ce panel avec messieurs que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et avant de commencer, je ne peux pas ne pas toucher un mot sur ce que nous vivons actuellement, sur l'atrocité de ce qui se passe actuellement, notamment avec nos frères et sœurs en Palestine. Et j'estime qu'aujourd'hui, l'éducation comme sujet est un moyen d'éduquer des générations résilientes qui œuvrent pour la paix de tout le monde. Donc, nos sincères pensées à nos frères et sœurs en Palestine. Pour vous donner quelques éléments de contexte, donc aujourd'hui, les éducateurs et les décideurs sont conscients de la nécessité de réinventer les méthodes d'éducation et d'enseignement pour doter les générations de compétences cruciales du XXIe siècle, telles que la communication efficace, la pensée critique et la conscience sociale. Des approches novatrices qui visent à façonner des citoyens responsables en mettant l'accent sur des enjeux brûlants tels que la durabilité environnementale, l'équité sociale, l'engagement civique. En mariant audacieusement l'innovation pédagogique à des valeurs éthiques, nous préparons des générations futures à naviguer avec agilité et repousser les limites et à prendre leurs responsabilités dans un monde en constante mutation. Pour discuter ce sujet en profondeur, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui parmi nous nos chers intervenants et experts qui ont répondu présents pour assister à ce panel et partager avec nous notamment leur expertise sur le sujet. Donc, je commencerai à ma gauche, Samir Benkhlouf, DG directeur général de la London Academy, qui représente aujourd'hui une institution d'éducation privée. À sa gauche, ensuite, si Hamid Bouchiri, membre du Conseil supérieur de l'éducation, formation et recherche scientifique. À sa gauche, si Nourdin Amrani, cofondateur de la start-up Cool School, pardon. Excusez-moi. On va commencer, je vais commencer par adresser, on va pas peut-être suivre l'ordre de présentation, l'ordre de la présentation, mais je vais m'adresser tout d'abord à Si Hamid Bouchiri et je vais vous parler de la vision stratégique 2015-2030 de la loi cadre 51-17 qui constitue aujourd'hui un soubassement légal et juridique pour pouvoir transformer l'école publique marocaine. Alors, le concept de l'école marocaine nouvelle. Bon, d'abord, merci de l'invitation. Je suis très heureux de partager ce panel avec mes collègues dont j'apprends et j'apprendrai beaucoup. On avait déjà commencé une discussion bilatérale avec Sarah très intéressante et je serai heureux de la poursuivre avec les autres collègues. Bon, une petite précision, peut-être en préambule, avant d'essayer de répondre à votre question. Je suis certes membre du Conseil supérieur d'éducation, formation et recherche scientifique, mais aujourd'hui, je m'exprime à titre individuel. Je ne porte pas une parole institutionnelle aujourd'hui, donc ça me permet aussi de parler librement. Comme ça, c'est dit, c'est posé. Alors, ce que je voudrais, quand même mon ambition aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser, parce que moi aussi, il a fallu que je sois sensibilisé. Franchement, je ne l'étais pas avant de rejoindre le Conseil. Mais je voudrais vous sensibiliser à l'existence au Maroc d'une vision stratégique 2015-2030 pour le secteur de l'éducation, de la formation de la recherche scientifique, une vision stratégique extrêmement audacieuse. Et je vous invite vraiment, je vous invite à la lire, ou à en lire au moins un résumé. Alors, le pivot de cette vision stratégique, c'est l'édification de la nouvelle école marocaine de la salle de Religieux, j'ai dit là. Et quand vous aurez, j'espère, que vous aurez pris le temps de regarder de plus près cette vision stratégique, vous verrez en quoi elle est vraiment révolutionnaire. Et cette vision stratégique qui a été élaborée à la demande de Sa Majesté par le Conseil supérieur d'éducation et qui lui a été présentée et qu'il l'a reçue et qu'il a sanctionné. Et ensuite, il a demandé, Sa Majesté a demandé aux acteurs politiques de la rendre contraignante. Ben, comment est-ce qu'on rend quelque chose, comment est-ce qu'on rend ça contraignant pour que ce soit opposable à tous les gouvernements successifs? Ben, c'est en votant une loi cadre. La loi cadre 51-17, il a fallu 4 ans.
elle a été votée en août 2019. Et la loi cadre, donc chacun des articles de la loi cadre, fondamentalement, décrit cette école nouvelle dont nous rêvons. Alors, juste quelques têtes de chapitre, parce qu'on n'a pas le temps d'aller trop dans le détail, mais dans la loi cadre, le principe autour duquel tout s'organise, c'est la centralité de l'apprenant. Mais ouais, quand on dit ça comme ça, ça a l'air facile, ça a l'air évident. Mais vous voyez le chemin qu'il faut parcourir pour mettre l'apprenant au centre de l'école. Deuxième principe, c'est la nécessaire refonte du modèle pédagogique. Modèle pédagogique traditionnel basé sur la mémorisation, comme on dit en arabe, vers un modèle pédagogique qui encourage l'esprit critique, la recherche personnelle, l'indépendance d'esprit, l'engagement dans l'apprentissage. Si on ne faisait que ça, si on ne faisait que mettre en œuvre le nouveau modèle pédagogique qui est décrit dans la vision stratégique et repris dans la loi cadre, on aura fait beaucoup de progrès. On a aussi, dans cette école nouvelle, et là c'est important, et c'est pour ça que je suis content d'être ici aujourd'hui, pour porter ce message, ou pour le rappeler, il y a un rôle très important du tiers secteur qui doit constituer le troisième pilier ou le troisième vecteur de développement de notre système éducatif, à côté du système public dont vous connaissez les difficultés, et à côté du secteur privé qui a sa propre logique, qui est d'ailleurs le secteur privé, dans la vision stratégique de la loi cadre, il est considéré comme un partenaire stratégique à part entière. C'est-à-dire que la vision stratégique de la loi cadre, elles ont tranché un certain nombre de débats entre le public et le privé. C'est tranché. Donc, le tiers secteur, pourquoi? Parce que le tiers secteur, c'est que les ONG, les associations, même peut-être les coopératives, peuvent aller là où les deux autres ne peuvent pas aller et peuvent faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et au Maroc, nous avons besoin, mais un besoin, pour moi, un besoin urgent de développer le tiers secteur au-delà du préscolaire. C'est bien, on a une base dans le préscolaire sur laquelle on peut construire, mais pour moi, le tiers secteur, il faut qu'il aille aussi dans le primaire, il faut qu'il aille dans le secondaire, et on voit aujourd'hui le tiers secteur éclore dans le supérieur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On a maintenant des universités qui appartiennent au secteur privé à but non lucratif et qui commencent à donner des fruits. Commencent à donner des fruits. Donc, je disais centralité de l'apprenant, réforme pédagogique, le tiers secteur, mais aussi la nécessaire, et tout ça c'est dans la loi cadre et la vision stratégique, la nécessaire implication des collectivités locales dans la production du service éducatif. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons, quand on parle, parce que nous avons au conseil, nos collègues, nous avons des présidents de communes, de régions, de conseils provinciaux, et ils nous disent, et nous sommes en train de porter un peu ce message-là, aujourd'hui l'arsenal juridique qui régit les collectivités territoriales ne leur permet pas de faire grand-chose, en dehors un peu du transport scolaire qui est concédé au conseil provincial. Mais il faut, d'ailleurs, c'est dans l'avis que nous avons produit, nous avons émis, en juillet, si vous avez suivi un peu l'activité, nous avons émis des avis sur une série de textes, de projets de loi et de décrets qui nous ont été soumis. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le projet de loi concernant l'enseignement scolaire, et nous avons écrit, vous pouvez consulter ça, c'est public, nous avons écrit qu'il faudrait revoir l'arsenal juridique des collectivités territoriales pour leur permettre d'intervenir de manière beaucoup plus active et d'être partie prenante à part entière
développement du système éducatif. Je pourrais continuer comme ça, mais il ne faut pas que je monopolise la parole. Mon message est celui-ci. Marocaine, Marocain, comme dirait l'autre, sachez que le pays s'est doté d'une vision et d'une volonté stratégique forte jusqu'au plus haut sommet de l'État pour réformer notre école, que nous avons une loi cadre. La loi cadre, vous et moi, on peut aller l'opposer au gouvernement, à un ministre. C'est une loi cadre, c'est une loi, c'est pas... la vision stratégique, à la limite, on peut dire, ok, bon, mais loi cadre, non. Donc on a cet actif-là, il y a cet actif-là. J'aimerais que chacun s'approprie cet actif-là et puis voit un peu comment aussi y contribuer. Merci. On repose sur 3 piliers pour sa démarche d'innovation ou de conceptualisation de leur programme, pour conception de leur programme. Ces 3 piliers, donc je commencerai par la Zakorala. Donc c'est un espace d'innovation de veille, donc à l'innovation au plan pratique au niveau national et international. C'est un espace aussi de colloques, d'organisation de colloques et des évaluations, soit évaluation des projets, des programmes ou d'impact. Ça, c'est le premier pilier de la fondation. Le deuxième, c'est Zakora Academy, donc à travers lequel donc, on forme tous les collaborateurs de la fondation Zakora, et aussi le tiers secteur, et notamment les associations. Et on a développé toute une ingénierie dédiée à cet acteur de développement. Troisième, c'est éducation, Zakora Éducation, à travers lequel on déploie tous les projets de la fondation. Le plus important, c'est notre approche systémique. Lorsqu'on conçoit, on expérimente, on forme, on expérimente le retour d'expérience. Et ça, c'est très important pour l'apprentissage. C'est le retour d'expérience. Et comme ça, qu'on innove, on développe, on modélise et on essaye, avant de penser à l'expansion de tel programme ou tel programme. Ça, c'est un. Deuxième des choses, toujours, c'était de suivre une approche qui se réfère à quelques éléments. Lorsqu'on travaille sur l'innovation, pour la Fondation Zakora, c'était toujours donc, de penser donc, à une approche intégrée. Donc, toujours, il n'y avait pas des programmes mono, c'est-à-dire l'éducation formelle, le préscolaire, juste la moyenne de la grande section ou autre, mais toujours l'approche intégrée. Par exemple, ANIL, l'Action nationale pour l'éducation de la petite enfance, qui était un concept innovant, il a 3 cibles. Donc, le préscolaire, c'est les enfants, les mamans, les pères, la communauté locale et l'association locale. Donc 3 composantes. Et ça, c'était toujours important pour nous comme une conception innovante. Deuxième des choses, c'est toujours le cadre référentiel, le contenu. C'était très important d'innover chaque fois. Et on se réfère à Zakorala pour avoir les bons pratiques au niveau national et international. Et je donne un exemple. Par exemple, la dernière mallette de la Fondation Zakora, dédiée au soutien ou la remédiation scolaire, repose sur 3 domaines. Donc, tout ce qui est apprentissage, ça c'est très important. Mais tout ce qui est développement de l'enfant, on a toute une ingénierie, un cadre référentiel du contenu dédié au développement personnel de l'enfant. Parce qu'on considère que les causes de déperdition ne se limitent pas aux lacunes d'apprentissage, mais aussi au développement de l'enfant. Troisième domaine, donc l'apprentissage personnel, mais troisième, c'est tout ce qui est familial ou culturel. Et ça, c'était très important pour nous, pour qu'on attaque essentiellement les 3 causes principales de déperdition scolaire. Donc toujours, c'était cette ingénierie curriculaire. À travers, donc, on pourra avoir des programmes adaptés. Troisième, et ça c'est très important, c'est l'ingénierie de formation. Il faut toujours avoir un cadre de formation pour nos équipes qui déploient, qui gèrent ces programmes. Quatrième, c'est le dispositif de suivi. Et cinquième, c'est toujours un dispositif d'évaluation. Avec les 5, donc, la conception se réfère donc à une approche intégrée. Le cadre référentiel de l'ingénierie curriculaire, l'ingénierie de formation, dispositif. Donc, toujours on se réfère pour innover à ces 5 éléments. Pour les programmes, je donnerai quelques exemples. On a commencé par un programme qui me semble important, c'est l'éducation informelle, mais on l'a développé en 2014 avec l'éducation informelle numérique. Et numérique, c'est l'introduction des ressources numériques, l'utilisation de l'Internet satellitaire. C'est la même cible, toujours 3 ans. On se réfère au mais avec l'introduction des ressources numériques, tableau interactive, l'Internet satellitaire, et qui facilite donc la connexion de l'UNIDES virtuelle et à l'apprentissage à distance. Même, il y avait la connexion autour de l'école pour qu'il donc je dois à côté de l'école pour qu'il se connecte. Or, les heures d'IEL,
Par la suite, ça a été même développé, le concept par ce qu'on appelle le collège rural de proximité numérique. C'est la première expérience au Maroc qu'on a réalisée avec le ministère de l'Éducation, avec Siam Zazer à l'époque. Et on a donné des résultats, parce que les résultats ont montré que c'est une expérience pilote, c'est un groupe, mais qu'on a gagné l'extension de la région de l'Imna. Et ce concept adapté et qui a présenté une solution efficace adaptée, et surtout qui s'inscrit dans la lutte contre la déperdition scolaire, notamment liée à l'Afrique. Et on a le collège, donc d'où là on connaît nos contraintes, donc 40-50 km. Donc la solution c'est quoi? À travers le concept, une unité centrale, le corps enseignant d'où là mobilisé par l'ARED, l'Académie régionale de l'Ifra, et qui diffuse le cours d'Yellow à 280 km. Au plein de montagnes à travers l'Internet satellitaire, au temps réel, avec un facilitateur qui est sur place et qui interagit avec les enseignants et qui suit avec les WIDES l'après-midi, parce qu'on a donné en matinée tout ce qui est life skill, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est parascolaire. Et ça a donné des excellents résultats, parce que dans la lutte contre la déperdition scolaire, deuxième donc l'apprentissage des WIDES, parce que avec des excellents résultats, et maintenant ils poursuivent à 99%, parce qu'ils filment tout fait, mais le reste, tout le monde félicite. Donc, il y a deux canaux d'ailleurs, donc l'idée un espace. Autre programme qui, on le considère innovant pour la Fondation Zagora, c'est Mama Tabea. C'est une plateforme, c'est toujours avec le ministère de l'Éducation. On travaille maintenant sur 2 régions. Une plateforme que les enseignants de l'EPA, à travers laquelle donc, ils suivent une formation en ligne, et par la suite, on a mallette digitalisée d'abord, une valise pédagogique, le guide bullshit, pour qu'ils donnent des cours sur l'éducation à l'environnement. Et ça a donné des excellents résultats, au-delà des quantitatifs, mais un comportement citoyen. Voilà. Et ça, c'est très important, sans se référer aux indicateurs qualitatifs qu'il y en a dans chaque programme. Mais le plus important, c'est juste de dire que c'est 800 000 élèves des primaires qui ont bénéficié du programme il y a 3 ans. Et ça, c'est très important. Il y a le dernier programme, c'est ANIR, c'est l'Action nationale pour l'éducation de la petite enfance. C'est un concept qui a été, même on a reçu des prix, donc à l'international, notamment Atal, la Fondation Atal, de Bill Clinton, la Fondation Bill Clinton, et autres prix au niveau national. Ce concept, donc c'est le préscolaire, c'est l'éducation parentale, et ça c'est très important, donc de dédier ou donner une importance particulière à la formation des mères. C'est des sciences de sensibilisation, parce que centré sur l'enfant, c'était notre objectif. L'enfant, donc il est avec l'éducatrice au sein de la classe, mais quand il est dans son foyer, il est accompagné par la mère et l'implication des pères. Et ça, c'est très important. Parce que les associations ont un parcours de sensibilisation. Et ça, c'était vraiment une démarche qui a donné des excellents résultats au terme de sensibilisation des parents autour du développement du dialogue et de la scolarité. Donc, je me limite à merci. ces éléments et merci. Merci beaucoup. Je suis persuadée que vous avez plus aussi d'exemples et de programmes à nous donner. Et ce qui est quelque part aussi fascinant dans votre intervention en présentant les programmes et les résultats de la Fondation Zagora, c'est premièrement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si on peut la présenter comme une innovation 360. Pour moi, pourquoi? Parce que déjà, elle prône le concept que vient de nous exprimer Bouchiri, elle a l'apprenant au centre. Et ensuite, ça met en place, ou là, ça mobilise l'ensemble des parties prenantes qui œuvrent pour justement une éducation de qualité pour cet enfant-là. Alors, un deuxième concept aussi, peut-être, quand on parle d'innovation en général, on parle aussi de deux notions, où là, on fait spontanément le lien avec une notion de la technologie, comment on peut mettre en œuvre la technologie au service de cette innovation. Et dans le projet que vous venez de nous présenter, notamment celui sur la lutte contre la déperdition scolaire dans la région de Bni Mellal, si je ne me trompe, là, on voit très très bien comment vous avez mis en œuvre cette technologie au service de l'innovation avec un résultat très très pertinent et
qui fait chaud au cœur, qui est de 99% de lycéens aujourd'hui, de collégiens qui sont lycéens aujourd'hui grâce à ce projet-là. Et aussi, qui parle d'innovation, parle aussi de développement durable, de tacler aussi les nouveaux challenges qui se présentent. Et aujourd'hui, l'environnement, et Dieu sait qu'au Maroc aussi, ça en est une question, avec le projet de Mama Tabia, où vous travaillez avec une autre composante qui est le professeur, que vous outillez pour qu'il travaille avec l'étudiant sur tout ce qui est comportement citoyen en relation avec l'environnement, etc. C'est bien ça. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que aussi quand on parle de tiers secteur et de société civile qui œuvrent pour l'innovation, on parle aussi de quelque part de l'innovation frugale. Je ne sais pas si le mot est vrai, vous pouvez me corriger. Et c'est quand on parle des moyens limités que nous cherchons et que nous pensons pour vraiment mieux réfléchir cette innovation et la mettre en œuvre au service de notre bénéficiaire, qui est en l'occurrence ici l'étudiant. Alors, cette innovation peut-être peut s'avérer pour d'autres secteurs peut-être un peu plus facile ou plus challengeante, et je m'adresserai au secteur privé, quelque part, qui est représenté aujourd'hui par Sabine Ben-Merlouf, directeur général de la London Academy. Et donc, en se basant aussi sur cette expérience que vient de partager avec nous le directeur de la Fondation Zagora, pour vous, comment votre modèle aujourd'hui, qui est particulier, qui a ses moyens peut-être, mais qui a aussi ses challenges, adapte-t-il ses pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins de l'élève au Maroc d'une manière innovante? À vous la parole, Sabine. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci d'être parmi vous au Maroc. Moi, je viens du monde de la technologie, donc j'ai passé plus de 20 ans dans le monde de la technologie. Et j'ai basculé vers l'éducation parce que j'ai toujours été d'un côté en train de prêcher à notre ministre, à notre gouvernement, il faut utiliser de la technologie dans l'éducation. Jusqu'à ce que j'ai fait le saut, et là j'ai réalisé les difficultés. La plus grande difficulté, c'est aujourd'hui comment transformer des professeurs qui ont été habitués à être le centre de l'information, c'est-à-dire on était teacher-centric, à ce qu'ils deviennent des facilitateurs d'information et de formation et d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, on a vécu durant le Covid, c'est qu'il y a d'autres sources d'information, d'autres sources d'apprentissage, où les enfants sont plus attirés par ces moyens d'apprentissage, parce que, c'est interactif, alors que durant l'école, peut-être qu'ils n'ont pas le temps ou le droit un petit peu d'interagir de manière spontanée. 2, ils peuvent se concentrer quelques minutes et puis se déconnecter et se reconnecter. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de concentration des élèves en classe. On ne peut pas les garder comme dans un cinéma, taisez-vous pendant 1 heure, le prof va donner un cours, il va donner des devoirs et ils vont sortir. Et on va dire le vrai apprentissage se passe durant les cours particuliers. C'est-à-dire on les a gardés toute la journée à l'école et c'est durant les cours particuliers qui deviennent une partie intégrale de l'éducation. C'est-à-dire moi je ne crois plus dans cette éducation, même si on dit elle est gratuite, publique, mais tous ces élèves, ils font des cours particuliers, donc ils payent ce genre de choses. Donc moi, je me suis mis au centre de ce problème. Tout d'abord, l'école que je gère, au début, était une école marocaine privée, bilingue, et que j'ai demandé une dérogation pour enseigner les cours en anglais, les mathématiques en anglais. Du moment qu'on a mis en place un bac marocain option anglaise, moi, je me suis positionné pour commencer à partir du primaire, à enseigner les mathématiques en anglais, les sciences en anglais, l'anglais comme langue d'apprentissage et non pas juste une langue de communication. Et après 3 ans, je peux vous dire que, avec tous mes respects à notre système d'éducation, il y a trop de contraintes, on met trop de barrières. Et même si on parle de concept de style student-centric, ou de blended learning, ou de pas mal de choses, en réalité, sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Donc, et c'est pour ça que beaucoup de personnes quittent le système public pour aller dans un système privé
Et c'est là le partenariat du système public-privé, parce que j'ai visité des pays comme les pays développés, ce qu'on appelle le charter school. C'est des écoles qui sont gérées par le privé, mais l'État paye pour chaque élève. Donc vous avez 1000 élèves, voilà le montant par élève, et c'est l'État qui paye. Et l'État joue le rôle de régulateur et non pas le rôle d'opérateur. Et je crois que, j'espère qu'on va se mettre sur ce chemin, parce qu'on a vu, on a réussi ce chemin dans le côté immobilier, l'habitat social à 200 000 dirhams. Ben, l'État le faisait, mais ne se faisait pas à des quantités, on va dire, grandes. Et une fois que le privé s'est impliqué en ayant des avantages, là, on a pu résoudre pas mal de problèmes dans ce sens. Donc je vois une solution, partenariat public-privé. En ce qui concerne l'école, ou les 2 écoles que je gère à Casa et Rabat, jusqu'à dernièrement, j'avais une école, ce que j'appelle une école premium. C'est-à-dire que ça coûte cher de ramener des profs britanniques, être dans une école qui coûte cher en termes d'immobilier, etc. Et cette année, j'ai lancé à Casablanca un concept, on va dire, soi-disant abordable. C'est-à-dire que l'école britannique au prix de l'école un peu bilingue. Okay, donc, je suis sur des prix qui sont abordables. Et j'ai mis 2 choses, c'est-à-dire bien préparer les profs. J'ai une combinaison entre les profs marocains et quelques profs étrangers. Et je me suis basé sur trois piliers. Le pilier que vous avez mentionné, c'est être centré autour de l'élève. Le deuxième pilier, c'est le blended learning. Okay, c'est une combinaison entre l'apprentissage en classe et l'apprentissage en ligne, okay, de manière asynchrone, c'est-à-dire et quand on donne des devoirs, l'enfant il veut avoir le résultat de ce qu'il a fait sur place. Il ne veut pas donner un bout de papier au prof et attendre 2 jours pour avoir le résultat. Donc ce genre de choses. Et le troisième pilier, c'est le Flipped Classroom. Flipped Classroom, c'est-à-dire je vais donner à l'élève des petites vidéos, quelques exercices, et quand il vient à l'école, il a déjà, tout d'abord le prof sait très bien le niveau des élèves par rapport au concept qu'il va enseigner, et aussi l'enfant, il peut aller plus vite. Okay, et c'est là où ce qu'on appelle la différenciation de l'apprentissage peut se passer en classe. On n'a pas des classes où tout le monde va à la même vitesse. Okay, on peut avoir des classes où chacun va à sa vitesse. Et ça, c'est très, très important, parce que sinon, un enfant qui est très doué, ben, il va attendre les autres, ou bien ceux qui ne sont pas assez doués, ben, ils n'ont rien compris, donc le prof, il va juste enseigner au top 20%, il va oublier les 80%. Donc la différenciation dans l'éducation grâce à la technologie. Okay, c'est là que la technologie peut ramener beaucoup de choses. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Samir. Alors, ce qui est très très intéressant aussi, c'est que en matière que ça soit de pratiques mises en place ou d'approches, quand on parle d'innovation, finalement, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, que ce soit par des acteurs tels que la société civile ou par une approche institutionnelle telle que le ministère, les approches ou la philosophie est la même. Ce qui change éventuellement, c'est les moyens, les conditions de déploiement et les moyens mis en œuvre pour réussir cette transition-là. Et parlant de moyens, vous avez aussi abordé l'aspect technologique, donc on a bien parlé de ça. L'innovation rime aujourd'hui avec technologie. Et quand on parle de technologie, on parle aussi de tout un système de start-up, d'entreprises qui aujourd'hui mettent en œuvre et travaillent sur des solutions qui peuvent accompagner cette innovation-là. Alors, spontanément, et aussi quelque part suivant aussi l'ordre, je m'adresserai à Sienour Benabrani, cofondateur de la plateforme Cool School.
Alors, Siamrani, basé sur, j'ai du mal à vous voir, je suis pas un mot, basé un peu sur ces interventions-là. Alors, vous, en tant que cofondateur d'une start-up tech dans l'éducation, comment vous voyez que les start-up éducatives marocaines aujourd'hui contribuent à l'innovation pédagogique et à la préparation des élèves pour cet avenir? Est-ce que vous pouvez nous donner aussi quelques exemples de ces solutions technologiques que vous avez développées justement dans le cadre de Cool School? La parole est à vous. Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous, merci pour l'invitation. En fait, avant de parler de start-up innovantes au Maroc, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je voudrais un peu mettre les choses dans leur cadre, disant qu'aujourd'hui, ça fait plaisir d'entendre qu'il y a quand même pas mal d'expériences qui se font de manière individuelle, chacun dans son cas, que j'ai entendu si vous avez parlé d'une expérience extraordinaire. Si Samuel parlait de son expérience au niveau de l'école. Et en réalité, quand on regarde sur le terrain, nous on est sur le terrain au quotidien, et aujourd'hui Cool School c'est à peu près 140 écoles, c'est 80 000 élèves, donc vraiment on est au plus près des écoles marocaines. Malheureusement, on ne retrouve pas cet élan qui permet justement d'améliorer ce système éducatif grâce au numérique. Beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés à intégrer le numérique. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas parler de start-up marocaine. Si vous permettez, est-ce que vous pouvez peut-être commencer par introduire à la présence qu'est-ce que c'est Cool School, qu'est-ce qu'elle fait, de quoi on va parler dans la solution. Merci beaucoup. Je vais y arriver. Donc aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas une vision ni une stratégie du numérique au Maroc qui permet déjà de nous permettre à ces startups-là marocaines de dépasser les difficultés que chacune peut rencontrer au niveau opérationnel sur le terrain. Et c'est là où je vais revenir à Cool Schools, parce que nous, on était au front pour justement mettre en place des systèmes numériques dans les écoles, et ça a été fait avec beaucoup de difficultés. On continue à faire face à ces difficultés. Donc, pour un peu resituer en fait Cool Schools dans ce cas-là, Cool Schools, quand on l'a lancé au départ, c'est suite à une visite que j'ai faite au Liban dans un groupe scolaire qui s'appelle Sabis. Et ce groupe scolaire gère à peu près 22 écoles à travers le monde. Et ce groupe scolaire est très performant parce qu'il est inclusif, c'est-à-dire qu'il n'est pas sélectif, il est inclusif, il a quand même réussi une excellente performance à travers le monde. Et donc le patron de cette école, qui est un ami d'un ami, nous a ouvert les portes, et je lui ai posé la question de savoir comment ils ont réussi à mettre en place ce système-là. Et c'est là où en fait il m'a ramené sur un plateau quasiment 2000 m² au Liban pour m'expliquer que c'est grâce au numérique qu'ils ont réussi à standardiser un certain nombre de choses, à partager un certain nombre de choses qui étaient impossibles à faire de manière traditionnelle. Donc ils se sont appuyés sur le numérique pour améliorer leur performance et pour justement améliorer leur courbe de performance. Et donc je suis revenu au Maroc en disant il y a quelque chose à faire. Ce qu'a fait Sabis à son niveau pour ces 22 écoles, il y a peut-être quelque chose à faire pour le système marocain, et donc c'est là où on a créé Cool Schools. Donc Cool Schools a été créé avec une volonté d'abord de donner à l'école marocaine un outil pour la gestion de sa performance, et pas la performance financière ou la performance administrative, mais plutôt la performance pédagogique. Alors, je vous donne juste quelques chiffres. Aujourd'hui, quand vous avez une école, petite école qui fait une moyenne, qui fait 1000 élèves, ces 1000 élèves, ils ont chacun 40 compétences à développer dans l'année. D'accord ? Donc, ça fait 40 000 informations à gérer. Est-ce que 40 000 informations à gérer, vous arrivez à la gérer de manière classique? Non, je ne pense pas. D'accord ? Est-ce que vous arrivez à la suivre sur différentes années? Je ne pense pas. Est-ce que vous arrivez à gérer les profils individuels de chaque élève qui, en fait, mathématiquement, présentent des profils, on va dire, c'est 1 de 40, en fait, dans chacun de ces profils-là. En termes de nombre, c'est impossible. Et donc, c'est là où le numérique
peut intervenir pour faciliter justement le suivi de cette conférence. Ça, c'est une utilisation parmi d'autres. Je reviendrai sur les autres utilisations qui ont été présentées par nous. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné à l'école des outils pour suivre la performance de ses élèves. Et on a eu une expérience extraordinaire avec le groupe OCP sur l'ensemble des écoles de l'OCP, où aujourd'hui, on arrive à suivre la courbe d'apprentissage des élèves. C'est-à-dire que détection des lacunes, remédiation, repositionnement, etc. Et ça, c'est grâce au numérique, et ça, c'est une expérience réelle. Malheureusement, dans ces expériences-là, on a toujours été confronté à la conduite du changement, qui est très très lourde. Les enseignants ne sont pas encore prêts à accueillir ces changements-là. Et donc c'est là où je dis aujourd'hui, il faut qu'il y ait un mouvement national. Il faut qu'il y ait une stratégie du numérique national, parce que ça permet à nous, petites start-up ou petites entreprises, de dépasser plus facilement ces difficultés. Le Covid, qui n'est pas une stratégie nationale, mais il l'a fait pour nous quelque part, parce qu'il nous a permis de dépasser toutes ces difficultés. Autrement, on ne serait pas encore là. Hein? Et donc, ce qu'on demande aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y ait une mobilisation du public, du privé, pour aider l'écosystème à dépasser toutes ces difficultés. Parce que le numérique est réellement quelque chose de très important, et malheureusement, nos enseignants, nos écoles ne sont pas encore conscients de cette importance, et même se posent la question. Aujourd'hui, on ne peut plus se poser la question. Le numérique est là, il faut le prendre, il faut l'apprivoiser, il faut l'utiliser pour réussir. Et puis, je vais vous raconter une petite histoire qui peut avoir des similarités avec ce qu'on vit actuellement avec le numérique. C'est en fait l'apprentissage. Avant, les gens allaient à l'université, ils ne faisaient qu'apprendre, d'accord ? Il n'y avait pas l'imprimerie, etc. Et puis quand l'imprimerie est apparue, les enseignants ont dit « Ah là, il y a un problème parce que nos élèves ne vont plus apprendre. » D'accord ? Et bien en fait, finalement, l'imprimerie a permis de libérer le cerveau de l'élève pour qu'il puisse faire de l'analyse. D'accord ? Ensuite, aujourd'hui, le prof, quand il va en classe, le cours, il est déjà sur tous les réseaux sociaux, pas tous les réseaux, il est sur le net, etc. Donc le prof, son métier a évolué, il devient animateur, d'accord, de son cours. Et donc toutes ces évolutions-là, aujourd'hui, en fait ces changements-là prennent du temps à se mettre en place et constituent une réelle difficulté pour tous ces acteurs-là qui veulent apporter du changement. Et donc il faut une action publique pour pouvoir mettre en place cet écosystème. Et donc, je reviens maintenant à la question de dire les startups marocaines dans les EdTech, malheureusement, il n'y en a pas. Et moi, celles qui prennent le risque d'y aller, en fait, souffrent justement d'un écosystème difficile à transpercer, parce qu'il faut un mouvement de masse. Et si je fais le parallèle avec la France, qui est très, très en retard, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place toutes des stratégies nationales et territoriales pour développer le numérique au niveau de l'éducation. Il a régionalisé parce qu'on ne peut pas centraliser. Aujourd'hui, on est encore dans une phase où le ministère veut centraliser. Aujourd'hui, si vous connaissez le Massar, etc., c'est une pure centralisation du système éducatif, etc., alors qu'on peut décentraliser et libérer les énergies pour justement voir des centaines de startups émerger dans différentes régions sur différents sujets, parce que les EdTech, c'est beaucoup de sujets, et donc réussir à la fin à créer notre contenu marocain, notre système marocain, et c'est aussi une question de souveraineté nationale, parce que si on ne le fait pas, d'autres le feront pour. Donc voilà, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des startups? Je pense qu'on est vraiment aujourd'hui malheureusement tout au début de l'aventure, et on a besoin d'aide pour pouvoir y aller.
Et justement, vous en faites un bon exemple. En tout cas, si on n'a pas, on a déjà de quoi commencer. On a espoir aussi avec votre exemple. Donc, juste pour revenir sur Cool School, alors sur quelques chiffres clés que vous avez donnés. Donc, Cool School aujourd'hui, c'est 148 écoles avec 80 000 élèves et des solutions avant tout innovantes pour accompagner la performance pédagogique. Et c'est là où je m'adresserai peut-être, je m'adresserai à l'audience et je vous permettrai de faire un petit changement dans la structure de notre panel en donnant la parole à l'audience pour un premier round de questions et profiter de la présence si vous serez avec nous. Vous parlez vous avez parlé aussi, c'est Amalani, de challenge, vous avez parlé aussi de la vision stratégique pour le numérique au Maroc et vous avez parlé d'un levier quelque part qui a été la pandémie et qui a contré cette résistance au changement dans la mesure où en tant que citoyen, on n'avait pas le choix. Donc on a été introduit, forcé à travailler avec le numérique malgré ce qu'on peut avoir en matière de résistance, de changement psychologique, surtout parce que des fois ce ne sont pas les moyens qui manquent, mais c'est surtout une résistance psychologique. Et vous avez parlé aussi, vous avez donné un exemple où, dans le cadre d'une mise en place d'une approche pédagogique innovante tech, vous avez eu cet exemple des parents qui disent nos élèves, s'il n'y a pas papier, nos élèves ne vont plus apprendre en fait. C'est bien ça si je reprends votre exemple. Et quand on parle de ça et quand on parle aussi de résistance au changement, innovation, ce que l'on craint le plus dans un changement, dans une démarche où on va aller vers des démarches innovantes, tech, etc., c'est ce qu'on va perdre. Et aujourd'hui aussi, notre rôle en tant qu'acteur de différents acteurs de la société civile, du public, du privé, etc., c'est de montrer plus, d'accompagner les gens dans cette transition. Encore une fois, parents, mères et pères, élèves, corps d'enseignants, etc. Et montrer que ce qu'il y a à gagner dans le cadre de cette transition est plus important que ce qu'il y a à perdre. Alors, dans ce premier tour de table, nous avons fait peut-être dresser un état de lieu, nous avons parlé aussi de quelques challenges. Je voudrais bien vous donner aussi la parole à prendre une ou deux questions aux intervenants et ensuite enchaîner sur la deuxième partie. Je vous en prie. Alors, on prend madame et monsieur. Alors, je vais garder mon micro pour moi je ne sais pas si vous avez un micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas de micro dans la salle. ماشي مشكل صوتي تسمعين يلا مزيان غتسمعونا لا غنسمع الاوتيل كامل ما نسمعش كاين الصوت راهم يعرفوا شنو كاين. بداية شكرا لكل كافة المتدخلين وشكر خاص لا فونداسيون عبد القادر بن صالح اللي اتاحت الفرصة. أنا يمكن غيكون تفاعل أكثر منه سؤال، خصوصا بالنسبة للاستراتيجية 2015-2030. مر من المدة الزمنية 8 سنوات ولا زالت هناك 7 سنوات، وللأسف أتفق معك جملة وتفصيلا على الكونتوني ديالها جميلة جدا، هذه تعتبر من السمات الأساسية لواحد العدد ديال لي استراتيجي ولي لوا في المغرب، ولكن عندما التنزيل نجد الإشكالية. في التنزيل غياب بلان اوبيراسيونيل اللي قابل للتقييم على مدار 3 سنوات أو 2 سنين ما عمره كان عندها هذه الاستراتيجية، والدليل على ذلك هو أن الاستراتيجية دارت في 2015 2017 2018 كانت عندنا فقط 221,958 طفل ينقطع عن الدراسة. اليوم عندنا 334,664، ما بيناتهم بجوج كاينه 188,294 تلميذ ينقطع في وجود استراتيجية نقول عنها أنها من أروع الاستراتيجيات. هذا واحد. ثانيا هو أن بالفعل استراتيجية تضع الطفل في مركز الاهتمام، لكن واش المدرسة خصوصا المدرسة المغربية تدور فقط على التلميذ أو الطفل؟ فينا هو عنصر أساسي اللي هو لونسينيون الأستاذ. عندنا حتى وإن وجدوا أساتذة وعندنا أساتذة اللي مبتكرين بشكل جيد جدا، ولكن عندنا دي ديريكتور اللي تيتبعوا ما أنزل في بعض المذكرات اللي ما كناخذوش حتى فرصة اناليزيو. ثم عندنا مسألة أخرى هو عدم إشراك
الاسره في المنظومه التعليميه، وداك الشيء علاش كتمشي ولا الطفل كيكون في المدرسه كتمشي تزيد ليه السوايع، لان كافه الاشياء اللي مرتبطه بالإدوكاسيون كتحيل على ان هذاك الطفل بغيناه يكون يساوي نقطه، والاشكال تؤكده منظومه مسار. الا كنا غنمشيو في لو ديفلوبمون دو لونفون في لي 5 ديمونسيون دو ديفلوبمون، الثلاث سنوات الاولى ديال التعليم الابتدائي خصو يدار معاه لاتاشمون لو ديتاشمون، خصو يدار معاه الارتباط بلو ليو، الارتباط بمقومات معينه في التعليم، ماشي نفرضوا عليه انه خصو يجيب نقطه. شكرا استاذه. باش نخليو الفرصه للناس الاخرين، ولا قدرتي تقدمي نفسك لانك درتي وما بديتيش نشوف. واخا انا نقدم لك راسي ولكن خليني نقول كلمه واحده. هي الاخرى ياك على فكره باش نعطيو الفرصه لجميع الناس الحاضرين. ثم علاش الاستراتيجيه ما اشتغلتش على التعلق المدرسي؟ لان طالما لا نشتغل على لاكروشاج سكولير غنبقاو دائما في الديكروشاج. وكاين نقاش اخر على النوميريك الان كاين دراسات طفل قل من 10 سنوات ما خصوش يكون عنده علاقه بالنوميريك، لان تيضرب ليه نضطر انني نقاطعك. عندنا aussi la directrice générale de l'institution تارست. انشونتي. شكرا لالا. استاذه بعجل الله يخليك باش ما ناخذوش عافاكم، غير نطلب غير اللي يعكسوا الكلمه. شكرا بزاف. ما هادشي ما كيعنيش بان زعما لا ما تيقللش من لا كايتي الانترفونسيون ديالك، ولكن غير اللي يعكسوا الكلمه اللي يستر لكم غير لا قبل الوقت. شحال عندنا الوقت؟ ما نسيتيش الوقت ياك. حد لكم لي كيستيون في البانيل. 1 minute الله يخليك. دقيقه. 1 minute. Alors je vais bonjour tout le monde. Ravi d'être غير توقفي باش يشوفوك الناس وتقدمي لنا راسك بما Alors bonjour tout le monde. Donc puisqu'on est dans la contrainte du temps, c'est ma directrice, je travaille avec elle, c'est Dalila Monga. Alors en fait moi je vais être bref, je vais juste reprendre les 3 points, la centralité de l'apprenant, le concept de l'école marocaine nouvelle et la renaissance de l'éducation, les gestes du nouveau modèle de l'éducation. Donc les 3 points, quand on parle d'apprenant, moi ma question, qui est cet apprenant dans un Maroc pluriel? Et il est au centre de quoi? De qui? Dans un Maroc pluriel. Parce que l'apprenant de Darweda, راه Darweda ديال الهراويه وشويه ديال المغرب. ديال الحوز ماشي هو ديال تنغير. ديال الرباط اللي كيقرا في لندن اكاديمي ماشي هو ديال مراكش اللي كيقرا aussi une mission. J'ai pas encore terminé mes 60. Non, je dis on est d'accord. Donc après, moi je vais juste reprendre les 3 éléments pour dire qu'aujourd'hui dans le progrès social, si je fais le lien avec les interventions de ce matin, le progrès social et le développement humain, on cherche aujourd'hui à faire de notre apprenant marocain un bon citoyen. Mais c'est la clé. Le bon citoyen, il a besoin des 3 niveaux de l'écosystème. Son macro, l'éducation, son méso et son micro. Le problème aujourd'hui, je pense, le système éducatif et je pense que j'ai renommé l'indépendance. Parce qu'il y a des décrochés scolaires, le gouvernement déjà qui remet le gouvernement scolaire. Je termine mon idée parce que sinon, donc, ça va pas être vous avez 1 minute, reste de temps s'il vous plaît. Donc du coup, voilà, je disais, voilà, je t'ai rajouté une seconde. Donc du coup, je disais que la citoyenneté qu'on cherche aujourd'hui à faire à notre apprenant un bon citoyen, on doit lui apprendre justement à de la vie civique. La vie civique définira justement les 3 composantes de notre écosystème, le macro, le méso ou le micro. Malheureusement, on rase. Donc, il faut que je l'apprenant dirons-nous un citoyen. Quand je dis rasmi, le méso, on a de très belles expériences, de très beaux projets pilotes développés par l'associatif. Ils sont des actions de niveau méso, mais difficiles à développer ou on n'a pas la donnée. Donc, des associations ou d'autres acteurs dans l'éducation, comment on va pouvoir développer ou innover si on n'a pas l'information donc sur un territoire qui est entre centralisation et décentralisation. Et là, je rejoins l'idée, je termine, de l'idée de décentraliser. Parce que justement, notre Maroc est très difficile pour atteindre un développement humain alors qu'on est entre le rural, le périurbain, l'urbain et le rural. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée, je demande juste par rapport aux contraintes de temps. Je sais que le sujet est passionnant et qu'on porte tous à cœur, mais voilà. Monsieur, brièvement, c'est bon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mourad, je suis enseignant de maths. Je vais continuer ce que vous avez dit et je vais donner je vais donner des suggestions, peut-être que ce sera très utile pour votre projet. Pourquoi pas
se connecter avec des écoles à l'échelle internationale, visant qu'on a cette possibilité d'avoir, se collaborer avec les grandes structures à l'échelle internationale, et c'est gratuitement. Deuxièmement, pourquoi pas? Parce que monsieur a parlé de projet, on a parlé de IB, International Baccalaureate, même si au Maroc, on n'applique pas l'IB comme il faut, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Aussi pour préparer les jeunes pour le futur job. Et si je rejoins le projet de la technologie, pourquoi pas se collaborer avec les grandes structures, Google, IBM, et grandes structures pour entraîner les jeunes de 15 ans ou bien de 13 ans pour être indépendants financiers, parce que lorsqu'ils vont créer, avoir des certifs, ils pourront travailler remotely, aussi ils pourront gagner de l'argent et on va créer l'entrepreneuriat, aussi faire des projets dans SDG, Sustainable Development Goals, pour les jeunes de primaire au-delà à l'université. Comme ça, on va préparer une génération d'ici à 10 ans. Ça veut dire qu'on va avoir une vision de haut niveau et ne pas attendre un étudiant qui va terminer les études universitaires, il n'arrive même pas à parler en français ou bien en anglais, il n'arrive pas à intégrer, il ne va pas avoir cet outil pour intégrer dans les grandes entreprises. Merci. Simona, vous êtes enseignant en mathématiques en public aussi, je suis mentor à New York Academy STEM en USA. C'est une initiative de Stéphane Initiative. Mais quel niveau? Middle school. Middle school, okay. Merci beaucoup. Messieurs, vos interactions, si vous voulez. Il faut absolument que je parte à 16h15. C'est impératif. Vous avez encore 8 minutes pour le faire. J'aimerais réagir à ce qu'a dit Oustada. Oustada, finalement, c'est la mathématique sur la vision stratégique et sa mise en œuvre. Vous avez raison de dire que ça fait 8 ans. La vision stratégique a été publiée en 2015. C'est votre devoir et le mien, c'est le devoir de tout le monde de rappeler ça. Je ne vais pas trahir ou je ne vais pas révéler ici les secrets. Il se trouve que je suis aussi membre du bureau du Conseil de l'éducation. J'aurais pu dire aussi que dans le civil, moi je suis professeur. Je suis professeur de management à l'ESSEC et je vis dans ma chair les évolutions du métier que je fais de mon mieux d'accompagner. La mise en œuvre de la vision stratégique est absolument cruciale. Chacune, là où vous êtes, à mon avis, vous devez rappeler à ceux qui doivent mettre en œuvre ces choses-là leur devoir. Le conseil, là, je ne trahis pas de secret, nous allons produire une évaluation très clinique, très franche technique de la mise en œuvre de la vision stratégique et des facteurs qui font qu'on est toujours là. Par rapport à le décrochage scolaire, justement, et vous avez raison, les chiffres sont là et c'est triste. D'accord ? La vision stratégique, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que le décrochage scolaire, en fait, c'est le reflet des inégalités sociales. C'est les élèves qui décrochent, les décrocheurs, ceux qui abandonnent, c'est les élèves qui ne peuvent pas continuer leur scolarité pour toutes sortes de choses. Et donc, la vision stratégique et la loi cadre qui a repris ça, ce principe, a fixé à l'école une mission sociale. L'école n'est pas seulement le lieu où on transmet des connaissances, c'est le lieu où on constate les inégalités. C'est là où on constate qu'un enfant vient et il n'a pas de chaussures, il n'a pas mangé, il a subi de la violence, et ainsi de suite. C'est à l'école. L'école, c'est le lieu où on constate les inégalités. Et donc, il faut prendre en charge. Il faut prendre en charge l'enfant, l'élève, dans sa globalité. C'est révolutionnaire comme concept. De dire que l'élève n'est pas juste une machine apprenante, c'est un être. Et on a 180 000 élèves qui sont exclus des conseils de classe. Les conseils de classe prononcent 180 000 exclusions par an. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que c'est un échec. Ces élèves qu'on exclut, c'est quoi ? C'est des problèmes, c'est des élèves qui ont des difficultés, et on ne veut pas traiter les difficultés, et donc on les jette dans la rue, et après on se débrouille. D'accord ? À d'autres de se débrouiller. Donc, si on arrive à effectivement mettre en œuvre cette mission sociale de l'école, qu'elle a joué quelque part, pour ma génération en tout cas. Hein ?
C'était le cas, c'est Bah pas oui. révolutionnaire. Non, c'est pas révolutionnaire. Revenu en C'est- arrière. Non, justement, المدرسة المغربية الجديدة elle ressemble beaucoup المدرسة القديمة اللي عرفناها أيامهم. بغينا غير المدرسة القديمة. L'apprenant. Vous avez raison de souligner la pluralité des apprenants, et notamment urbains, périurbains, rural. Justement, si on décentralise le système, et si on transfère la responsabilité de la conduite de l'école le plus près du terrain et à l'établissement, là, on va pouvoir adapter l'école aux apprenants et à la diversité des apprenants. Et j'arrête là, parce que, pardon, puisque peut-être que je n'aurai pas l'occasion de reprendre la parole, nous avons tout ce qu'il faut chez nous, dans le pays, pour réformer notre école. Nous avons des expériences, nous avons des acteurs qui chacun à sa manière, innovent. Notre problème, c'est la mise à l'échelle de l'innovation, le scale-up, la continuité. Il ne faut pas que on commence quelque chose avec un tel ou avec un ministre, et puis après, il n'y a plus rien. Donc, on a, par exemple, le management de l'école. Moi, je suis professeur de management et je suis absolument, comment dire, scandalisé par l'absence de management d'un système qui nous coûte 120 milliards de dirhams par an. Il n'y a pas de management. Aujourd'hui, il n'y a pas de management dans notre système scolaire. Mais, en fait, il y a du management dans notre système scolaire. Il suffit juste qu'on veuille bien regarder le privé national. Dans le privé national, il y a énormément d'écoles qui fonctionnent très bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont bien tenues, elles sont managées. Alors, il y a aussi des considérations sociales, etc. Je n'ignore pas tout ça. Mais quand même, si on veut des pratiques de bon management d'établissements scolaires, on n'a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Elles sont dans le pays. Mais on ne veut pas. On ne veut pas regarder dans cette direction. J'arrête là parce que sinon, il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci. Vous allez nous quitter. Je voudrais juste vous remercier au nom de la Fondation Akhrad Salah et au nom de toute la présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si Samuel voulait réagir. Je vais réagir au point de. On ne va pas utiliser de la technologie jusqu'à l'âge de 10. On achète les études de parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un métier où il n'y a pas de technologie. Et le plus tôt on apprend à nos enfants d'être des producteurs, des consommateurs de technologie. Ils doivent apprendre à écrire, ils doivent apprendre à... La robotique, par exemple, c'est un outil où on peut apprendre l'esprit critique à l'enfant. On peut apprendre l'intelligence artificielle à un enfant. Alors, si jamais on prépare nos enfants pour le XXe siècle, alors on va sortir que des personnes qui n'auront aucun travail dans cette société. Et ça devient de plus en plus difficile avec l'intelligence artificielle, avec l'automation. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de métiers qui ont disparu? Dans chaque coin de rue, il y avait une agence de voyage. Il n'y a plus d'agence de voyage, tout est en ligne. Donc il faut qu'on se prépare pour le futur et non pas rester dans le passé. Je sais qu'il y a toujours des opposants, là, la technologie, l'écran, etc. Je peux vous dire que dans notre école, on ficelle ce qui est dans l'écran. Okay? On a des e-books interactifs, on a des devoirs, on a des choses et on peut tout verrouiller. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne la technologie et la verrouiller au lieu de dire là, Mars-Nage. Parce qu'aujourd'hui, avec une voiture, on peut conduire et aller quelque part, on peut tuer quelqu'un. Mais il faut savoir l'utiliser. La technologie, ça me rappelle un petit peu quand je faisais la calculatrice. On s'est dit, Nas m'aurait pas j'avoue. J'utilise la calculatrice. C'est pour être plus productif. Okay? Donc aujourd'hui, il faut qu'on prépare nos enfants à l'ère des drones, à l'ère de l'énergie solaire, à l'ère de l'intelligence artificielle. حل الكتوبه ديالنا اش غتلقى في هاد لي تخوا ما تلقى والو غتلقى بابو بي اليوم واحد المره حل الكتاب لقيت يوم ختاني catastrophique le contenu qu'on a dans nos livres. Les parents étaient choqués une fois qu'il y a eu le Covid وما لقاو ما يديروا بداو كيحلوا داك الكتب وشافوا le contenu. Donc il faut qu'on revoie ce contenu
il faut qu'on travaille, comme vous avez dit, sur l'esprit critique, la collaboration, la communication, la citoyenneté, le caractère tsarabi. Moi, je peux vous dire que je passe à 50% فوقتي على le problème ديال الترابي parce que les parents ما كيعاونوناش. راه خصنا نربيو les parents عاد نرجعوا الدراري. OK. Et ça me rappelle, juste avant le Covid, j'ai visité mon école primaire. Et je le dis, je le répète. J'ai visité, j'ai trouvé mon ancien directeur est toujours là. 75 ans هو في التعليم. قلت له نصحني عطيني نصيحه الله يخليك راني من المدرسه. Il m'a donné deux conseils. اللي نبقي الاساسي. On a toujours besoin de profs. La technologie ne va jamais remplacer le prof. Mais le rôle du prof doit changer. Il y a du coaching. Mon meilleur prof d'arabe, c'est un coach. Les enfants, ils l'adorent. Il utilise des concepts de coaching pour leur faire apprendre l'arabe. La deuxième, il y a des واحد عنده المعدل ومربي وما تخرجليش واحد عنده 10 sur 10 مضروب. اوكي دونك خصنا عاوتاني هذا الكوتي ديال التربيه خصنا نرجعوا له شويه وخص الاباء يخليو المدارس يخليو لان كل اب est un expert dans l'éducation. تيجي تيقول لك هذاك الاستاذ ما كيعرفش يقرا هو راه هذاك l'expert dans l'éducation ça devient une catastrophe. راه كاع قاد الملح le groupe WhatsApp à 11h SOS poésie. Merci beaucoup aussi Samuel pour votre réponse authentique. C'est Amran, vous voulez réagir? Oui, je voudrais juste aussi rebondir sur le sujet du numérique avant l'âge de 10 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai l'expérience de plusieurs écoles et je rencontre beaucoup d'élèves, je rencontre beaucoup de parents. Et malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que justement, les écoles, ils ont cette idée qui, à mon avis, n'est pas bonne de dire le numérique avant 10 ans, c'est pas bon, etc. pour l'élève. Moi, je dis, est-ce que c'est bon d'avoir une rupture entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de l'école? Vous ne pouvez pas créer une rupture. Vous rentrez dans une école, vous avez encore un tableau vert avec de la craie et vous sortez et vous avez un élève qui est complètement connecté. Vous rentrez à l'école, vous êtes sur un dispositif qui a 70 ans et vous sortez, vous avez un élève qui, lui, suit les dernières innovations technologiques, il a la dernière information, il vous informe de ce qui se passe dans le monde, alors que vous êtes encore à aller chercher de l'information dans un journal. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, vous frustrez l'élève en faisant cette rupture. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut pas aller chercher les extrêmes, parce que les extrêmes ne sont pas bons. Donc il y a un mixte, et ce savoir-faire de mixer entre le numérique, la méthode ancienne pour que l'élève puisse écrire, etc., c'est un savoir-faire qu'il faut qu'on enseigne à nos enseignants. Il faut qu'on les forme. Malheureusement, on n'a jamais été dans cette logique de former nos enseignants. Moi, j'ai fait l'expérience de demander à nos enseignants d'une école d'un très bon niveau, ici à Casablanca, on a réuni les enseignants, je leur dis, quel est le profil de sortie d'un élève de la 6e primaire? Je peux vous garantir que très peu d'enseignants savent répondre. Très, très peu. Tout simplement parce qu'il y a des idées préconçues, d'accord, qu'on ne casse pas avec de la formation et de l'information. Et aujourd'hui, au niveau de l'école, en tout cas le management, on parle de management, parce que quand on parle de management, on dit c'est accompagnement du personnel, c'est formation, c'est stratégie, c'est vision, etc. Malheureusement, on n'a pas ça au niveau de nos écoles. On n'a pas de manager à la tête de nos écoles qui ont une vision pour l'école, qui accompagnent le personnel de l'école pour s'adapter à son environnement. Et c'est là où on a la rupture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce niveau catastrophique. Ce n'est pas le contenu pédagogique. Aujourd'hui, les outils de langue, tout le monde peut les apprendre. On sait tous faire 1 + 1 = 2. C'est ça, c'est pas ça l'apprentissage. Pour moi, l'apprentissage, c'est ce profil qu'on doit préparer. Et donc, pour préparer ce profil, on doit être conscient de quel est ce profil-là. Et il faut que le formateur qui va préparer ce profil lui-même soit formé et lui-même soit aujourd'hui capable, d'accord,
de s'adapter à l'environnement et à cette rapidité d'évolution. Aujourd'hui, on ne l'a pas et malheureusement, ces concepts-là que je viens d'entendre, moi en tout cas me frustrent et je pense que c'est vraiment ces concepts-là qui descendent sans analyse, etc., qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à avancer dans l'innovation et dans ce qui devrait se faire pour préparer l'élève de demain. Merci beaucoup, Siadran. Alors, si vous cherchez, merci beaucoup. On va avoir une deuxième round de questions. S'il vous plaît, répondez pas encore. Moi, je suis vraiment désolée. On a quelques axes. Je suis vraiment désolée. On a quelques axes où vous avez aussi l'opportunité de discuter avec les intervenants. Une précision par rapport à ce qui a été dit. Je vous en supplie. Les axes du HEDA. Et vous avez l'opportunité. Ils sont accessibles, les intervenants. Hein. Ils sont accessibles. Tant qu'on ne débute pas. Si Mohamed, je vais abuser de votre gentillesse. Pourquoi? Parce que c'est Adil, c'est bien ça? Morad, pardon, excusez-moi. C'est Morad. Il m'a tendu la perche aussi pour vous poser une question à travers sa question par rapport aux opportunités, éventuellement avec tous les acteurs privés, internationaux, etc., que vous pouvez avoir pour réussir cette transition et ce projet d'innovation dans l'éducation. Et je vous permets aussi de répondre par la même occasion à interagir sur les interactions de mesdames et de messieurs. Alors, si Mourad, il avait parlé des opportunités de collaboration avec d'autres acteurs internationaux, privés, il a cité quelques exemples comme Microsoft, IBM, etc. Et sur la réelle, est-ce que cette opportunité existe réellement pour collaborer avec ces acteurs-là à échelle internationale pour justement promouvoir l'innovation dans l'éducation? Je reviendrai là parce que ça a été traité la question très importante. Selon mon expérience de la Fondation Zakora, j'ai les belles idées. Parce que les choses les radines de la filière, parce que تنهضروا على المسؤوليه اللي كنت نبغي نسيبو باش يبقى معنا المسؤوليه ديال الوقايه. خصنا المينيستير دو توتال سي وزاره التربيه الوطنيه يعني تتعتمد على مجموعه الفاعلين ولا الشركاء ولكن هي المسؤوليه ديالها كبيره. دونك المسؤوليه ديالها انا ما غاديش نهضر على تنهضروا بزاف على عندنا واحد النموذج تنموي واعر في الصياغه دونك تبارك الله عندنا الميثاق الوطني ديال 2004 تبارك الله عندنا بلان ديرجونس تبارك الله عندنا الخريطه الطريق تبارك الله باسكو سا سي فريسترون لو سونس ديال انه on n'arrive pas à mettre en place علاش à mon sens avec une montée d'expérience ديال 27 سنه ديال لا فونداسيون زاكور شنو هي هو انه لا بروميير دي شوز هي الوزاره ما تتحاسب حتى شي واحد باسكو سي حاليا et ça c'est le problème des Ikhwan, donc c'est le capital humain, donc c'est la lutte contre le chômage, donc il cherche un emploi. On dit qu'il n'est pas formé de faire le métier, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est trop pour les deux, apprendre un salaire, la culture salariale, à la fin du mois. Mais il monte avec le web, ça c'est une réalité. Chez le enseignant, je l'assume en connaissance des détails, très en place. J'ai fait le tour des Mali. C'est notre réalité. Le capital humain. Avant d'arriver le directeur de l'établissement ou un directeur provincial de l'éducation, avant d'arriver le directeur de l'arrêt. Et ça, c'est très important. Deuxième des choses qui me semble il y a la culture du partenariat. Ça, c'est rien de nos arabes tunisiens. Ils se réfèrent à des partenaires. Ils n'ont pas la culture de partenariat. La culture de jeter la responsabilité. Ce n'est pas notre projet. Parce que le projet de l'Uchinawa, c'est d'avoir 0,8 dans le budget de la fin d'année, de dépenser le Mokarar solitaire. C'est notre réalité. Mais on n'a jamais un système qui évalue le qualitatif. On voit le test de positionnement le profil de sortie. Mais c'est scandaleux. Chez Wahed, le profil de sortie. Il écrit, mais on ne le maîtrise pas. On a déjà le deuxième point. Parce que lorsqu'on conçoit des projets, le ministère كبير تيهضر اللغه ولكن المعلم لا يتحدث هذه اللغه شنو ما يتحدث ماشي يتحدث اللغه العربيه الفصحى ولا اللغه الفرنسيه ولا نو est-ce qu'il s'approprie le projet d'état de la réforme du système éducatif est-ce qu'il croit واش شادو في قلبه وفي عروقه وتخليه مع بعضها ونعمل ان بروجي ديالو ديال النهار هذه الاولى الحاجه الثانيه اللي الساعه الثانيه اللي تنهضروا عليها هي توجور سي فريسكون علاش لانهم تيقولوا في الميدان وصا غادي نرجع ندير نفتح واحد لا بارونتيز
ماشي عدميين وسي با دون لو سونس كريتيكي بور كريتيكي مي نسون فيير ديال المغرب ديالنا وديال لي ريزولتا وفين وصلنا ولكن انت تهضر بحرقه لانه وصوها تحت تحضر دي فوا تقول شنو هو لو سويفي اساس اللي تنهضروا فيه ودابا درنا في دوت باقي ما كاينش نو موديل ديفلوبمون عندنا ميثاق تيهضروا على القطاع الثالث هناك ميثاق للتنميه فين هو المجلس ديال الاسره وديال الدستور وديال حنا مغاربه تنغيروا على بلادنا مي سا سي لو سويفي سي لا ميزون بلاص ديال لي زاليمون ديالنا ولا الاليات ديال التنفيذ كامله الخريطه الطريق دابا كاينه واو واعره ياك تنديروها تنتباهوا بها حنايا نصوم دي ليدر ولكن لا ميزون بلاص بور افوار دي فري ريزولتا اي لا ريسبونسابيلتي je termine وخا ديفيس ماجور mais je peux répondre par la suite mais la responsabilité الكبيره وهنا غادي نمشي للديبيرديسيون سكولير سمحوا لي سي اون ريسبونسابيلتي ديال الدوله عطي دو زيكزامبل كونكري غادي تسمحوا لي تنهضر من الواقع ديال الميدان ديبيرديسيون سكولير كل عام عندنا 300,000 400,000 ياك علاش باسكو خلينا المعلم تيدير الدروس ديالو وتنعطيو السوتيان سكولير خصو يتجرب السوتيان سكولير جو لو دي جو لاسوم سي غراف شي شويه تنقول شي هضره كبيره خصو يتجرب باسكو نون با لو دوا اون كيلكو سورت on essaye de pérenniser une action de soutien scolaire à vie. Parce qu'on désengager l'État, mais sa responsabilité d'enseigner, de bien enseigner avec l'oublié. Donc, à un moment donné, quand vous lisez la feuille de route, je ne parle pas de personne, 2025, Radin Sali, mais soutien scolaire. Parce que l'État a dit que là, parce que المدرسة الرائدة المتميزة هي التي ستعطينا واحد profil de sortie. Mais je ne me réfère pas toujours le soutien scolaire, sinon, je serais toujours médiocre, j'aurais besoin de soutien scolaire. الحاجة الثانية on capitalise pas. عندنا des exemples ما غاديش نقولوا des modèles اللي حاربوا الهضرة المدرسية. on essaye باش نستافدوا منه ونطبقوهم ونتبعوهم dans quel sens ديال انه ندير ليكستونسيون ديالهم ونبقى انني désolé هضرت غلط. Non, au contraire, vous savez, si vous permettez, je voudrais aussi m'adresser à mes deux mesdames qui viennent d'intervenir. Je sais que le sujet d'éducation, aujourd'hui, on est en train de parler de l'innovation dans l'éducation, de l'éducation éthique, mais c'est un sujet qui, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de parler aussi quelque part d'un idéal vers lequel on avance, mais ça n'empêche pas qu'on a de la frustration par rapport à la qualité et aux résultats actuels de notre système éducatif, et je comprends tout à fait l'émotion avec laquelle vous parlez, que ce soit en tant qu'audience ou en tant qu'intervenant. Donc, dites-moi. Ce qui frustre هو اللغة الحاشا. Je suis d'accord, ça vraiment, on est alignés. ولكن حل الواقع ما تنعرفش. On est alignés. وكما باش نبقى لما مرتاح هذا هو الواقع. Donc نهضروا بين نقولوا احنا المغرب بلادنا. J'ai envie de vous dire aussi, si on ne parle pas des événements comme ça, où est-ce qu'on va parler concrètement? Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Avant de redonner, on va donner un deuxième round par rapport aux questions. Ah oui, vous n'avez pas répondu à la question de si... Alors, je vais tout. Non, justement, donc en fait, c'est les points saillants de l'éducation. Alors, je vais répondre à 3 éléments de réponse. Il y a des opportunités des partenariats, alhamdoulilah, et ça, je donc il a fait confiance avec l'expérience des Lugash, en tête de réseau. Donc avec le service délégué, il a donné des excellents résultats presque. On est juge de la fondation et la fondation Zakora. Aussi qu'il y a des opportunités internationales avec des partenaires internationaux qui font confiance les associations. Alhamdoulilah, ça y est, un bon dossier fiscal et des opportunités de financement. Je reviens toujours sur l'approche constructive des expériences d'Yémen, parce que Doula actuellement, même là, sur la pérennité de l'école scolaire, c'était une première, la collaboration la plus partenariale. Parce qu'avant, c'était un début déterminé. Si vous voulez, pour la 2 ans de projet qui sont financés, et des fois même, pas de traitement seulement, vous dites, on rencontre Doula, ce qu'elle fait pour la petite enfance, à la cadre du préscolaire et la pérennité de la classe. مي كان خصها تلعب على جوج ديال الحوايجات لا ماس اي الكاليتي حنا فين خصنا نخدموا بزاف لانه دابا الفوليوم دابا طلعنا باسكو جو بار با دو لا فونداسيون كي جير مانتون 3000 كلاس العام جاي 4500 جو بار دو لا فونداسيون ماروكان 25000 كلاس la montée en échelle sont 2 ans 3 ans ce qui va avec donc est-ce qu'on assure une offre
deux préscolaires, et ça tombe bien avec 06, la petite enfance, donc ce qui fait le calibre. C'est l'éducation primaire. On se permettait, on rattrape. Mais la petite enfance, non, mais c'est la bouche mère. Donc il faut, en parallèle, donc c'est l'accès, c'est la généralisation, mais assurer notre qualité. وهنا الدولة الخدمة ديالها ولكن il faut أنا كينفاي باش هذه pour les partenaires privés et à mon sens si on saurait faire l'expérience ديالنا معاهم وهنا ما غادي حتى شي واحد خصنا نبعدوا من هذيك لا culture encore ديال البارتنيريا اللي qui se réfère juste à la visibilité d'un partenaire privé et qui se positionne je suis un donateur, un bailleur de fonds, je vous donne de l'argent, je suis le chef d'IEL. La culture partenaire en compte, il y a la co-construction, il y a un projet sociétal, même une politique de RSE, les anadrobés, mais la réalité, il y a un partenaire pour la visibilité. وقعنا واحد الجروب اندستريال كبير وقع لي مشاكل جابنا باش نكتبوا ليه لا فيزيبيليتي ورجع البرودوي يتباع مي سي با بور ان اوبجيكتيف سوسيال يعني واحد لامباكت ça c'est très important et je termine par une chose les Brits acteur, on ne s'intéresse pas à la recherche développement. Ça c'est très important. علاش؟ لأن نحن في المغرب تعلمنا من التجربة. Mais هذا الوقت هذا dépassé à mon sens. Il faut se référer à la recherche. La recherche scientifique, se référer à la science. إذا بغينا نديرو شي حاجة نديروها avec on se réfère à des études. On se réfère à la recherche. نشوفوا شنو واقع برا. ونديرو شي حاجة اللي هي واقفة علمية. أو ما يسمى التنمية العالمة. Je l'appelle comme ça. ما عندناش وقت ديال الارتجال باسكو دابا بالضبط خاصنا لي فيتور جينيراسيون نوجدوهم ولا وجدناهم سي une responsabilité ديالنا دونك on doit se référer à la recherche et impliquer tout le monde et de développer des nouveaux concepts adaptés. C'est l'innovation. ما نبقاوش reproduire les diplômes ما عطاوش les règles. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors avant de donner encore la parole à l'audience, j'ai encore deux questions, une question que je vais poser aux deux représentants des deux acteurs, donc la start-up entreprise marocaine et l'école privée qui est aussi une sorte d'entreprise travaillant dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, d'abord, le discours, je viens de le dire et je vais le répéter, on parle de l'innovation, on parle de l'innovation au service de système pédagogique pour l'amélioration de la qualité du système éducatif au Maroc, mais on a un contexte qui est challengeant, on a une réalité devant nous avec des points saillants, comme vient de dire Dalila, qui sont quelque part frustrants, qui nous empêchent pas de voir cet idéal, de le voir accessible, mais qui sont là. Et on en parle avec beaucoup de passion. Et ce point-là m'emmène aussi envers de parler, enfin de poser la question par rapport aux défis aujourd'hui que vous vivez respectivement en tant que deux acteurs qui essayent d'innover, d'apporter des solutions face à un contexte qui est assez challengeant. Donc, à vous la parole, si vous pouvez, ou si Samir, pour nous présenter un peu ces défis-là avant de prendre encore quelques questions de l'audience. Merci. Non, les défis sont nombreux et de toute façon, ils ne nous arrêtent pas dans notre évolution parce que c'est ce qui fait aussi notre force. Aujourd'hui, quand je prends notre startup Coolschools, quand on a démarré, personne ne comprenait le concept. Et en fait, on a vraiment commencé par le commencement. Si vous cherchez par les deux managements, on a commencé par le management de l'école. On est arrivé dans des écoles qui étaient mal gérées, qui ne faisaient pas de suivi, qui étaient sur un système complètement traditionnel. Donc, on ne s'est pas éloigné de ces écoles en disant bon, c'est pas notre cible. Non, au contraire. Donc on a pris ces écoles et on a commencé par la base. Par en fait, leur dire voilà, il faut quand même structurer, il faut mieux gérer, etc. Donc on a commencé par la base. Donc on a commencé par les patrons des écoles, par leur administration, etc. Pour mettre les choses en place. Privé. Je parle toujours du privé, le public sont plus forts que nous, je pense qu'on ne va pas y aller aussi. Donc je parle vraiment du privé et donc en fait, on a commencé par structurer le management parce que en fait c'était la base et c'est ce qu'il fallait faire pour pouvoir ensuite arriver à la couche d'après qui est celle des enseignants. Et donc cette structuration dans certaines écoles nous a demandé 1 an, voire 2 ans.
Et donc ça, c'est du temps, c'est de l'argent, donc il faut avoir du souffle. Ensuite, on est parti vers les enseignants. Avec les enseignants, on a eu beaucoup de challenges parce que, effectivement, comme vous le savez, en fait, quand on est devant les enseignants, on est devant le Maroc. Hein, donc le Maroc avec chacun ses idées qui sont préconçues, etc. Et donc des gens non formés, des gens non informés et des gens qui ont peur de perdre cet acquis qui leur a été donné pendant des années, ils ont vraiment peur de le perdre. Et puis ce système, on va dire français, dont on est héritier, qui est de dire le prof il est indépendant dans sa classe et c'est une boîte noire et on n'a pas le droit d'aller voir ce qu'il fait. D'accord ? Et donc on a été confronté à ces challenges-là dans beaucoup d'écoles. Et puis bon, la chance qu'on a eue, c'est que comme on a accompagné le management nous a accompagnés dans la conduite du changement via les enseignants. Et honnêtement, on y arrive. Au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, ils ont commencé à comprendre ce qu'on voulait leur dire au début. Donc on continue notre chemin de bataille, franchement. Et puis, heureusement et malheureusement, on est dans un système qui communique énormément. Donc quand il y a une école qui met en place les choses, ben, ça a fait effet boule de neige, puis les autres commencent à benchmarker et à vouloir faire la même chose que leurs concurrents. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à mettre en place un certain nombre de choses. Et puis aujourd'hui, notre challenge, on a fait des choses avec le groupe OCP, on est en train de faire des choses avec la Fondation Senedi, avec l'introduction du système TARL, etc. Donc on travaille sur des choses qui sont avant-gardistes. Et puis l'objectif pour nous, c'est de dire, voilà des expériences qui marchent. Donc quand on va voir les autres écoles, on dit, ben voilà ce qu'on a mis en place chez tel ou tel. Voilà ce qu'on a réussi à faire. Et puis on apprend aussi, hein, je veux dire, on a eu une courbe d'apprentissage qui est très accélérée parce que tout ce qu'on a fait, c'est grâce au retour de nos partenaires qui sont les écoles et on a beaucoup appris de chez eux et ça nous a permis d'être un relais aussi de communication entre différentes écoles parce que les écoles ne communiquent pas malheureusement entre elles et donc nous on s'est retrouvés au milieu à voir les best practices chez les uns et à aller voir les autres pour leur dire voilà, il y a des gens qui font telle et telle chose, qui sont intéressantes, pourquoi pas ne pas les mettre en place. Donc tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'action publique, parce que toute cette énergie-là, on pourrait la diviser par 3, par 4, si tout ça s'inscrivait dans une vision nationale, de stratégie nationale du ministère de l'Éducation nationale, qui va nous permettre justement d'aller 3, 4 fois, 10 fois plus vite, comme l'a fait pour nous le groupe. Ouais. Merci beaucoup, Sirman. Si ça me... Je ne sais pas comment je peux vous demander de nous parler de défis, mais brièvement. Parce que défi et bref, c'est un peu paradoxal, mais je donne la parole. Je parlais tout à l'heure du défi de tout ce qui est discipline à l'école. Et en utilisant de la technologie, on a mis en place une solution qui, les élèves, ils font une petite levée de fonds en faisant un BXCA, c'est-à-dire vendre des cookies, etc. Avec cet argent-là, ils ont acheté des petits, des petits gadgets qu'ils aiment bien. Et en faisant de bonnes choses en classe et à l'école, ils gagnent des points. Là, il y a une soustraction de points. Il fait une bonne chose, c'est un plus. Il fait une mauvaise chose, c'est un moins. Le système gère tout ça. Et avec ces points qu'ils ont gagnés, ils peuvent les échanger contre ces cadeaux qu'ils ont eux-mêmes achetés. Et là, on retrouve, dans le système britannique, ils ont ce qu'on appelle un système de maison, de house. Donc, 4 houses. Et quand un grand voit qu'ils ont eu des points de moins, ils vont chercher c'est qui l'élève, ils vont le voir, ils vont essayer de le coacher pour qu'il ne répète pas les petits problèmes qu'il a causés. Et là, on a vu une transformation positive de toute l'école. Donc, la technologie aussi, parce qu'on ne peut pas gérer ça de manière subjective. Une fois qu'on met l'objectivité, là, ça devient quelque chose d'objectif, et les gens gagnent des points, et puis les parents, ils sont notifiés chaque fois qu'il y a un plus ou un moins.
Comme ça, il y a une discussion entre le parent et l'enfant, et le parent n'est pas choqué quand on va l'inviter à venir voir parce que son fils ou sa fille, il y a beaucoup de points négatifs qu'ils arrivent à accumuler. Donc, voilà une solution technologique à un problème de discipline, un problème de caractère, où on peut un petit peu résoudre ce problème dans les écoles, et j'espère que d'autres écoles pourront suivre. Merci. Merci beaucoup, Samuel, pour cette intervention sur le défi et solutions pour l'innovation. On va prendre quelques questions de l'audience. Alors, j'avais eu monsieur au fond tout à l'heure. Monsieur tout à l'heure. Madame, je suis désolée, vous auriez l'opportunité, vous avez déjà pris votre temps de parole. Vous ouvrez l'audience, je vais éclaircir un petit point sur lequel... S'il vous plaît. Alors, monsieur, et une autre question, s'il vous plaît, est-ce qu'il y en a une autre question Ok, donc monsieur, à vous la parole, s'il vous plaît. Vous voulez le micro? Votre voix porte. كنشكر المؤسسة أو القناة المسار اللي أتاحت لنا هذا اللقاء. حضور به 10 وزراء التعليم من أولهم بعد الاستقلال محمد الفاسي إلى الأستاذ بن موسى، لا علينا. بالطبع عاشرتهم كتلميذ ثم كأستاذ في الرياضيات. إصلاح التعليم ليس بهذه الطريقة. يريدون إصلاح التعليم بهذه الطريقة كأنكم تبحثون عن نملة سوداء في حجرة مظلمة لا وجود لها. إصلاح التعليم أولا يجب إصلاح الميادين الأخرى الموازية للتعليم الأرضية. إصلاح التعليم، هناك لوبيات لا يريدون إصلاح التعليم، أقولها وأتحمل مسؤوليتي. التعليم الخاص لا يريد إصلاح التعليم العمومي. لله أوجه سؤال: لماذا أعلى نسبة في الموحد دائما بالمدارس العمومية؟ لماذا؟ التعليم العمومي منظومة فاسدة، نعم، ولكن التعليم الخاص يتصف بقرصنة أساسدة التعليم العام. نتحداكم عطيوني شي مدرسة عليا بالأساسيات ديال الخواص هما كينتجوا. هاد الأستاذ اللي تيتقرصن حنا كنعطيو في المقرر 24 ساعة في الأسبوع، فما بالك ولا تيخدم 60 ساعة. أنا غادي نزل راه ما تعداش دقيقة. ثم نعده تعليما تجاريا. لماذا؟ واش القدرة الشرائية ديال المغاربة يمكن لها تخلص 3000 4000 درهم على كل طفل شهر، مع العلم أن الدستور فيه بند يقول لك بأن التعليم حق المواطن. أين هو هذا الحق هذا؟ ثم هناك أشياء أخرى. هل تعلمون أننا قضينا 70 سنة تحت مظلة التعليم الفرنسي، والآن نريد 70 سنة أخرى لنظل تحت التعليم الإنجليزي؟ يا سيدنا، وراه اليابان والصين الشعبية وكوريا وإيران وكذا كذا كذا إلى آخره ولاو تقنيون باللغة ديالهم. وأنا مع التقنية الجديدة، مع سكون أبيل l'intelligence artificielle، سمارت تكنولوجي، وهذا الشيء اللي غادي أستاذ ما خدمتيش من راسك. وانا قلت لك انا 10 لا، غير سمية نجيب خليفة، تشرفي سي نجيب، أستاذ رياضيات سابقا، والآن عندي كاسكيت أخرى، رئيس تحرير مجلة تحرير. تشرفي، شكرا بزاف. شكرا سي نجيب. وعلى قدر الهواية العتابي، راه قلت العتابي قلتها أستاذ. شكرا سي نجيب، شكرا بزاف. أستاذ شكرا مؤسسة القادة والإنسان. شكرا السادة الأساتذة. ربما أنه الموضوع اللي هذاك السوليديكاسيون هو موضوع حارق بكل صراحة. موضوع لأنه
يجسد المستقبل ديال البلاد الوطنيه بالمفهوم ديالها الواسع. انا شخص الهاشمي شكري تعاملت مع قطاع التعليم من خارج القطاع ديال التعليم، من الاداره الترابيه. تعاملت مع زبورة، تعاملت السي تاع الحكومه، تعاملنا مع قطاع التعليم من خلال الاداره الترابيه ما يزيد 40 سنه. عرفتوا شكون شي كيسمعك الا قدرتي تزيد شويه. يعني تعاملنا مع قطاع التعليم، انا من اطار خارج ديال التعليم، من اطار الاداره الترابيه ما يزيد على 40 سنه. فاظن انه التحدي الاساسي اللي غادي يواجه قطاع التعليم هو المتعلم، هو التلميذ، لانه سيبحث عن الجوده خارج المؤسسات ديال الدوله كيف ما كان الشكل ديالو. لانه الان كنبحثوا على جوج اشياء، كنبحثوا على ريشيس من خلال التعليم، كنبحثوا على الكرامه، وكنبحثوا على تحقيق الذات والمعرفه في المفهوم ديالها العالمي ماشي في المفهوم ديالها الوطني. ولات لاكسيسيبيليتي لانفورماسيون ما تيقلبش يعني لا سوفرانتي ديال لو سيكتور ما بقاتش في لو سيكتور ولات ايور. يعني هنا ربما انه بدينا في المخطط الوطني للتربيه والتكوين، الضروريه الاستعجاليه، مجموعه ديال المخططات، ولكن محدده في الزمن والمكان. محدده في الزمن والمكان. ربما شار السيد المدير العام لمؤسسه زبوره هو اننا ما كاينش تتبع وما كاينش تقييم البرامج ديالنا. المخطط الوطني للتربيه والتكوين مخطط اللي يرادون انه يضاهي المخططات اللي كاينه على المستوى العالمي، ولكن نسينا وجينا برنامج استعجالي اللي يهتم بالبنيه الفيزيقيه، يعني ليكيبمون فيزيك، ونسى الاستاذ، تكوين ديال الاستاذ، نسى تكوين ديال التعليم، نسى المجال اللي هو كبير اللي كيمثل 80% من المجال الترابي اللي هو العالم القروي. اش كنعطيو العالم القروي في البنيه المدرسيه؟ سي سا سنمشيو للعالم القروي ونعرفوا التجربه الاساسيه عطاتنا على مستوى التدريبات الان والشيشاوه والحوز وشويه المؤسسات التعليميه كيف دايره والتلميذ كيف داير والبنيه الاجتماعيه ديالنا والتعليميه كيف دايره. فهذا يعني اسئله يعني تخاطبنا جميعا، تخاطب العواطف ديالنا كمغاربه. فقطاع التعليم هو المنفذ، هو النافذه الاساسيه والبوابه الرئيسيه لكل تلميذ. يجب ان نهتم بالمتعلم، نهتم بالقائمين على التعليم، ونهتم بالبرامج ديالنا. النقطه الاخيره هو ان التعليم يجب ان لا يكون حقيبه سياسيه. برنامج تعليمي اللي كنوضعوه على الاقل خاصو 20 سنه باش نديروا ليه ليفالياسيون. حنا كناخذوا 4 سنين 5 سنين ونبداو البرامج. الاستاذ داير، التربويين داخل، القائمين عليه بالتلميذ في وضعيه في التعليم. انا اظن انه بالاحرى انه يكون المجلس الاعلى للتعليم هو اللي عنده اليد الطولى على قطاع التعليم، ماشي هو برامج، ماشي هو. والنقطه الثالثه هو يجب اشراك النقابه الوطنيه. فواحد الجانب اللي هو مسكوتا هو العمل النقابي، يجب ان يدخل ويشارك بصدق وبوطنيه في قطاع التعليم، والا اننا غنبقاو انا كاداره ترابيه كنا كنديروا عمليه احصائيات اللي كنجيو تلقاو المتعلم على مستوى العالم القروي لا يستفيد الا من 30% من حصه المخصصه له الرسميه، غيابات، اضرابات كثير. وهنا خصنا نكونوا واقعيين، كل شيء اخر نكونوا واقعيين ونوضعوا الداء على الاصبع باش نوصلوا الى نتائج وطنيه. وشكرا جزيلا. شكرا استاذ. كلمه اخيره، تعليقاتكم، واذا كان عندكم شي تعليق على لي زانتيراسيون ديال لي بارتيسيبون معنا، ولا كلمه اخيره باش نسدوا لهذا السوجي والباقي. سي محمد. جوست انا شكرا مره اخرى على الانفيتاسيون، شكرا للاخوان كاملين على لي زانتيراسيون هي المسؤوليه ديالنا. هو ملي تنهضروا على ليديكاسيون ديالنا في بلادنا كنا مسؤولين اللي تتقال باللغه، ولكن تنعاود تنقولها بان الدوله خصها تحمل المسؤوليه ديالها من خلال وزاره التربيه الوطنيه، ولكن ما تكونش برامج اللي هي مرتبطه بالحكومات، مرتبطه ب5 سنوات ولا 6 سنوات. سي اون جينيراسيون تنوجدوها اي سيرتو حنا لي بون براتيك كاينين، il faut juste ان نتبعوهم ونكابيتاليزيو
وتنظن يكون الا الخير. دونك لي زاكتور كاملين امبليكي بغاو الخير للبلاد، مي الفو كيما تنقولوا نكونوا مشاركين كاملين باش اننا نحققوا هذا. ولكن نزيد واحد القضيه اللي خصها تولي عندنا ايفو تانسبورا تنظن هي المحاسبه. اي ميرسي. شكرا بزاف. سي عمراني. Merci pour l'invitation. Est-ce que je vais rebondir juste sur ce que je connais que la digitalisation de l'éducation pour dire qu'aujourd'hui, le digital c'est un tsunami, qu'on le veuille pas, il va nous porter. Et donc il vaut mieux aller avec la vague et préparer l'avenir plutôt que contrer cette vague et prendre beaucoup de retard. On a déjà pris beaucoup de retard, d'autres pays ont pris énormément de retard. Je pense qu'aujourd'hui il est temps qu'on se réveille et qu'on puisse aborder ce sujet de manière sérieuse et que ça devienne une vraie stratégie nationale. Voilà. Merci beaucoup. Si ça. La dernière fois, j'ai mis un petit calcul sur 100 personnes qui commencent l'école au Maroc, il n'y a que 18 qui passent le bac. Sur 18 qui passent le bac, 6 ont un diplôme universitaire, sur 6 qui ont un diplôme universitaire, 4 كيلقاو الخدمة. وفاش كيلقاو الخدمة كيعطيوهم 4000 درهم في الشهر. و ça demande pas beaucoup d'études باش ça demande pas 17 عام قراية باش تشد 4000 درهم في الشهر. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Le budget du gouvernement, l'éducation, c'est le 1/4 du budget. C'est 7000 dirhams par élève par an. 7000 dirhams par élève par an, même si l'État met 100% de son budget. Et l'éducation, c'est pas suffisant. Alors 28 000 dirhams, ما قاداش باش تقري دري à un niveau international. Pour comparer, aux États-Unis, c'est 16 000 $ par enfant. C'est mieux aussi international. Okay, donc ça veut dire que si on n'utilise pas cette technologie, et si on continue à faire de la même manière, un pansement sur un problème qui va continuer. Donc la technologie, elle est là pour aider à individualiser l'information, à être centrée autour de l'élève, à faire beaucoup de choses. Je ne dis pas que ça veut dire que l'école on n'a pas besoin d'école. C'est un blended learning. C'est pas une extrême d'un côté ou d'un autre. Et avec ça, on peut trouver beaucoup de solutions pour l'éducation. L'école, les 4 ساعات, ou le reste en technologie. Donc ça veut dire qu'on peut mettre 2 fois la capacité de cette école. Ou la فعطنا يكون القسم فيه 50 واحد, القسم يكون فيه 25 واحد. Donc هادو هما les solutions dont on a besoin pour s'assurer d'une qualité d'éducation publique. D'ailleurs, tout à l'heure, on a dit le privé. Non, c'est l'État qui gère tout. Alors, 85% ديال الناس اللي كيقراو في المغرب راه كيقراو في البوبليك، ما كيقراوش في البريفي. اوكي، غير الناس اللي عندهم d'ailleurs dans le monde rural c'est pratiquement tout est public، ما كاينش البريفي. اوكي، donc on doit résoudre le problème du rural grâce à la technologie. Ce que vous faites, vous êtes innovateur et je suis sûr que si vous avez reçu des récompenses ou des prix mondiaux, ça veut dire que vous êtes classé dans le temps. Quand on voit le PISA ranking de l'éducation, on est classé de 73. C'est une catastrophe. On est en train juste de produire non employable. Donc, grâce à la technologie, grâce à l'innovation, grâce à des acteurs qui font à ce que les choses bougent, Inch'Allah, j'espère que l'éducation au Maroc, Inch'Allah, va s'améliorer. Merci beaucoup. Je commencerai par remercier l'assistance. Merci beaucoup pour votre engagement, pour votre indulgence concernant les contraintes de temps. Je suis désolée si je n'ai pas pu donner la parole à tout le monde. Nos intervenants, nos invités, merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce panel et à l'invitation de ce panel. Œuvrons tous pour une éducation meilleure pour le Maroc. Choukran les et je vous invite à la cérémonie de remise de prix.